Ça glissait moins que l'année dernière, mais ça glissait quand même. Allez, encore un petit effort et peut-être que l'année prochaine, on pourra enfin utiliser des pneus secs pour cette course. Si on revient évidemment. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Turquie 2021. C'est parti. Première réaction, on va commencer par la victoire sans appel de Valtteri Bottas. Oui, mesdames et messieurs, ça a été une domination de la part du pilote Mercedes. Il a mené d'une main de maître ce Grand Prix. Aucune erreur, bon allez si, peut-être quand même une petite erreur, un petit survirage à un moment donné dans la course au premier virage du circuit, mais sinon le reste, départ parfait, il a tenu ses pneumatiques parfaitement, il n'a pas été inquiété de toute la course par Max Verstappen, bref ça a été une domination sans appel pour Valtteri Bottas qui signe sa 10e victoire en Grand Prix et ça c'est beau. Dans ces courses c'est beaucoup de gestion de pneumatiques, savoir quand attaquer, quand sauver ses pneus, la lecture des conditions de piste était vraiment dure, quel pneu, à quel moment s'arrêter, etc. C'était un petit peu les clés du Grand Prix. Il a fallu être chirurgical pour changer les bons modes moteurs de la voiture, les différents réglages, vous savez, du différentiel, de la balance de frein, etc. Donc mine de rien, même s'il était devant, c'était quand même du boulot de faire tout ça. Et la course, au final, elle s'est jouée à celui qui, n'allait pas faire d'erreur, quoi qu'il arrive, et celui qui arriverait à mieux gérer ses pneumatiques sur toute la durée de la course, à pousser quand il fallait pousser, à patienter un petit peu, laisser refroidir les pneus, pas trop les user, etc. Donc c'est là-dessus que ça s'est joué, et à ce petit jeu-là, la Mercedes était déjà bien avantagée, mais Valtteri Bottas et Mercedes étaient juste intouchables, donc bravo à eux. L'attaque sur Leclerc, il a patiemment attendu, comme il sait si bien le faire pour être sûr de reprendre la tête au premier virage. La différence de pneus ne laissait aucun doute, ou du moins aucun espoir pour Charles. Et Verstappen, je vous le disais, n'a pas pu se rapprocher de la Mercedes de toute la course. En fait, c'était vraiment un circuit plutôt typé Mercedes, qui privilégiait plutôt le moteur, leur package aérodynamique un peu spécifique. Du coup, Bottas finalement a parfaitement exécuté sa mission, qui était de partir en pole, rester devant tout simplement, aller chercher la victoire, faire barrage à Max Verstappen et surtout à Red Bull pour le championnat du monde des constructeurs, parce que même si c'est le championnat pilote qui nous intéresse parce que c'est peut-être le plus prestigieux, celui qui rapporte les thunes, c'est le championnat constructeur. Donc c'était important que Bottas soit là devant à récupérer la victoire et le meilleur tour en course pour un point supplémentaire, et ça joue beaucoup. Au final, Red Bull ne perd que 3 points au classement des constructeurs, ce qui porte l'écart à 36 points et permet à Mercedes de prendre encore une petite option sur le titre avec 6 courses restantes. Seul bémol pour Mercedes, c'est le moteur neuf de Valtteri Bottas en Italie qui, a priori, ne pourra plus servir pour le reste de la saison, d'où le fait qu'il ait pris un moteur neuf à Sochi. Pareil, Hamilton finalement n'a pas pris un moteur entier neuf, histoire de, entre guillemets, limiter la casse ce week-end. Maintenant, il va falloir aller au bout, faire confiance à la mécanique et prier les dieux de la bagnole que n'aura pas de problème. Petit avantage, je dirais, à Red Bull pour la fin de saison, qui a peut-être les pièces les plus fraîches, on va dire, pour cette fin de saison comparé à Mercedes. On va dire que l'avantage il se situe là-dessus, on verra comment ça se passe. Deuxième réaction, on va parler de la remontada de Carlos Sainz Jr. qui nous a fait une belle remontada, très clairement. Carlos Sainz qui partait donc du fond de la grille avec un moteur tout neuf, surtout avec les améliorations de la batterie concernant le système de récupération d'énergie qu'on avait déjà donné à Charles Leclerc sur le précédent Grand Prix. Alors, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse une giga remontada, mais là, force est de constater qu'il nous a fait des dépassements dans tous les sens. Il nous a régalé sur cette course, en tout cas sur ses premiers tours de course. C'était un véritable festival de dépassement. Alors, le moteur Ferrari, ça y est, il est de mieux en mieux. L'année prochaine, on repart sur une nouvelle architecture, mais avec l'expérience acquise sur ces dernières années, je ne doute pas qu'on va enfin retrouver un vrai cheval cabré. Des dépassements d'école avec un petit travers sur un vibreur qu'il a fait toucher Sébastien Vettel. Sainz était évidemment désolé en interview, évidemment ce n'était pas voulu. Des belles batailles dans tous les sens, il nous a encore une fois régalé dans cette première partie de course. En fait, dans cette première partie de course, la piste était entièrement trempée, donc que ce soit trajectoire ou hors trajectoire,
c'était mouillé, ce qui permettait finalement de porter des attaques sur les concurrents, tout simplement, alors que plus on s'approchait de la fin de course, plus la trajectoire de course s'asséchait, donc était plus avantageuse que se retrouver hors trajectoire pour essayer de dépasser, donc du coup ça devenait beaucoup plus compliqué, et aussi on avait des pneus qui étaient passablement usés, ou finalement être dans le mouillé, ça vous désavantageait quoi qu'il arrive, donc c'était beaucoup plus compliqué de tenter des attaques, etc. Fallait vraiment être sur la trajectoire de course pour ça. Forcément, on va dire, ça a un petit peu scellé les positions, mais pilote du jour, le cher Carlos Sainz, en partant P19 en arrivant P8, c'est une très belle course et ça tranche avec Daniel Ricciardo qui est un petit peu son rival chez McLaren, qui n'accroche pas le top 10 sur une mauvaise stratégie et une course vraiment plutôt bof. Au constructeur, Ferrari revient dans le match avec une très bonne perf ce week-end à 7,5 points de McLaren. Tout le monde a des moteurs neufs, même Norris qui en avait pris un neuf à Spa avant de le planter tout simplement dans le raidillon, mais ce moteur pourra être réutilisé, donc pas de souci. Là, on aborde vraiment le sprint final pour ces deux équipes que sont McLaren et Ferrari pour la 3e marche du podium au championnat des constructeurs. Ça promet. Surtout que, en fait, l'enjeu, c'est entre guillemets qu'une 3e place. J'ai envie de vous dire, c'est pas un titre. Donc, j'ai plus envie de vous dire qu'on va commencer à lâcher un petit peu des all-in comme au poker, tu vois, genre tapis, c'est parti, on tente le tout pour le tout. Je pense que ça va commencer un petit peu à se diriger par là, un petit peu plus rapidement que ce qu'on pouvait penser, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que cette bataille est vraiment super intéressante. Troisième réaction, mesdames et messieurs, dès qu'on parle de pénalité, moi j'ai des poils qui s'hérissent, ça me fout en rogne, ça m'énerve. Bref, on va parler de la pénalité et de l'affaire entre Gasly et Alonso au premier virage justement. Alors, on va revoir un petit peu l'action. Déjà, ça arrive à 3 de front justement au premier virage. Perez à l'intérieur, Gasly au milieu, Alonso sur l'extérieur. Gasly est probablement celui qui a pris le moins bon départ des 3 et Perez est celui qui arrive de plus loin. Du coup, virage 1, tout le monde se retrouve pour faire la fête très clairement. Alors, on est dans des conditions qui sont humides, qui sont précaires, où l'erreur arrive très vite. On est au premier virage du premier tour, 20 fous furieux qui arrivent avec des monoplaces qui font 1000 chevaux. Bon sang de bonsoir, à quel moment tu te dis ça va passer crème, ça va passer normal, sans aucun accrochage, tout va se passer parfaitement. Alors si tu te dis ça, c'est que tu n'as jamais regardé une course de voiture sous la pluie, et de 2, c'est l'inverse. Si tout le monde passe sans encombre, c'est un miracle. Et ça, généralement, on est plutôt étonné de se dire « Oh, il n'y a pas eu d'accrochage et tout, c'est bizarre quand même, c'est beau ». Alors, Perez saute sur les freins assez tard à l'intérieur, puisque Gasly, voulant prendre une bonne trajectoire pour négocier son virage, se rabat un petit peu à l'extérieur. Gasly se fait un petit peu surprendre en voyant Perez qui arrive à sa hauteur. Et le réflexe, absolument normal, c'est qu'il va prendre une marge un petit peu supplémentaire à l'intérieur, au cas où Perez se loupe et fasse finalement du bowling comme certains. Yes! Sauf que problème, Alonso aussi doit prendre son virage et laisse une bonne marge de manœuvre pour Gasly, je dirais même plus ce qu'il ne faut. Sauf que j'ai un petit peu l'impression que Fernando devait penser qu'ils étaient 2 de front et non pas 3 de front, et il y avait peut-être moyen qu'il ne puisse pas savoir, quoi qu'il arrive, qu'ils étaient 3 de front. Alors quand vous arrivez dans un 3 de front, généralement le pilote qui est à l'intérieur est celui pour qui ça se passe plutôt bien, et le pilote qui est à l'extérieur pour celui dans la majorité des cas où ça se passe pas bien du tout. En fait, Perez, en se positionnant de la sorte, met une pression à Gasly qui prend une marge que Fernando n'a pas prévue, réaction en chaîne, tête à queue. Des cas comme celui-là, on en voit assez régulièrement, on en voit souvent, c'est pas la première ni la dernière fois que ça arrivera. Alors sur le papier et selon le règlement, 5 secondes de pénalité, c'est pas idiot en soi, il y a contact et une voiture se retrouve la tête à l'envers, donc on a mis une sanction similaire aussi à George Russell pendant la course sprint pour un contact très similaire, vous savez, une toute petite touchette avec Sainz à Silverstone. Donc en fait de ce côté-là, bon, ça me dérange pas trop. En revanche, oui, dans ce cas précis, mettre une pénalité, moi ça me fait chier, tout simplement parce que c'est le premier virage du premier tour, que les conditions sont hyper difficiles, il n'y a absolument aucune intention de la part de Gasly de vouloir mettre un concurrent dehors, ils sont 3 de front, ce qui est assez violent quand même, et puis surtout, Gasly prend une marge supplémentaire pour éviter un carambolage si jamais il y en a un qui se loupe, que l'autre ne peut pas prévoir, que Alonso ne peut pas prévoir. Vous voulez qu'il fasse quoi, Gasly? Qu'il disparaisse comme ça, qu'il devienne un fantôme comme sur F1 2021? Alors la FIA a indiqué que cette année, si une voiture était clairement responsable d'un incident sur le premier tour, elle serait pénalisée. Donc oui, on peut pas dire « Ah, mais je savais pas et tout, c'est quoi cette règle ?»
Alors ok, on va dire c'est la règle, mais tout se joue encore une fois en une fraction de seconde. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas toujours prévoir, et celle-ci en fait partie. Je trouve que finalement les 5 secondes sont assez difficiles pour Gasly, peut-être même plus difficiles que les 5 secondes qu'on a infligées à George Russell qui sont transformées entre guillemets en 3 places de pénalité sur la grille pour le lendemain du Grand Prix à Silverstone. Bon voilà, en tout cas je vous reparlerai finalement de ces pénalités. J'avais déjà prévu de me dire bon bah faudrait peut-être que je parle des pénalités dans une vidéo, mais là clairement je vais vous en faire une vidéo parce que ça revient à tous les Grands Prix et tout le monde s'y perd, même la FIA s'y perd. Ouais, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ouais, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Quoi? Le dive d'Alonso sur Schumacher? Je vois pas de quoi tu parles. Tu me laisses Alonso tranquille, hein, je crois qu'il a rien fait de mal. La dernière fois qu'il a dû faire un truc avec Schumacher, c'était 2006, donc tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Quatrième réaction, il faut qu'on en parle, on va parler des stratégies et surtout du nerf de la guerre, c'était les pneus intermédiaires hier. Et de ce côté-là, bah, finalement, on a eu quand même quelques problèmes et je pense que ça pose quelques interrogations. On va essayer, pas d'y répondre, mais de faire état un petit peu de la situation. Alors, Ocon et Alpine ont joué la carte d'aller au bout sans changer les pneus et c'est vraiment très très fort parce que vu l'état des pneus d'Esteban Ocon à la fin de la course, on n'était pas loin de l'abandon, mais bah, il fallait quand même tenter. Ricciardo de l'autre côté a tenté l'undercut sur tout le monde en début de course, du moins de provoquer, on va dire, la valse des arrêts au stand assez tôt dans la course, sauf que non, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, bah, il a souffert comme jamais en fin de course, donc tout faux du côté stratégique pour Ricciardo et McLaren de ce côté-là. Et enfin, celui qui a tenté le pari que tout le monde attendait plus ou moins en se disant « Ouais, mais c'est assez sec, on va dire, puisque les pneus inter sont déjà lisses, donc ça vaut peut-être le coup de mettre des pneus secs. » C'est Sébastien Vettel, sauf qu'il attendait ça peut-être un petit peu trop tôt. Même s'il avait tenté ça plus tard avec une trajectoire sèche et qu'il avait été plus rapide, il n'aurait pas pu dépasser parce que tout le reste du circuit était humide et avec des pneus slick, il ne pouvait pas dépasser, sinon il se mettait dans le mur. Donc au final, les pneus secs, ça aurait été très compliqué, je pense, à tenir. Alors vous allez me poser la question, pourquoi les médiums et pas les softs? Parce que les softs fonctionnent mieux, montent plus vite en température, etc. Oui, les softs auraient aidé à mettre de la température et du rythme pour faire fonctionner le pneu, mais vu leur dégradation, eh ben, ça n'aurait pas été au bout de la course, donc il fallait tenter les médiums pour aller au bout et tenter de les faire fonctionner. Bon alors pour beaucoup d'entre vous, y compris pour moi, je pense, la course en elle-même a été un peu bof d'un point de vue spectateur, à part Sainz et Hamilton qui faisaient vraiment le spectacle hein, avec des dépassements, etc. Le reste, ça a été beaucoup de jargon de course, beaucoup de la gestion de pneumatiques, etc. Et visuellement parlant, c'est pas très impactant. Donc en fait, c'est là où il y a un petit peu une limite pour le spectateur. C'est très compliqué de comprendre ce que ressentent les pilotes. Grosso modo, hein, c'est comme quand vous roulez sur une route enneigée avec des pneus normaux et sans chaîne. Vous avez une sensation un petit peu désagréable de ne rien contrôler. Bon bah là c'était dans une moindre mesure un petit peu le même cas pour les pilotes. Et à regarder de l'extérieur, en fait on s'en rend vraiment pas bien compte de la difficulté que ça a été pour piloter dans ces conditions-là. Alors c'était moins pire on va dire que l'année dernière en termes de glisse, etc. Mais pour comprendre les pneus et le fonctionnement des pneus, c'est là où ça a été vraiment beaucoup plus difficile. On avait finalement une phase de performance en premier avec les pneus intermédiaires qui laissait place à une phase de graining qui détruisait totalement votre rythme de course avant de finalement retrouver une performance. Du coup, on n'y voyait absolument rien en termes de stratégie, ce qu'il fallait faire, tenter ou non. Alors du coup, Leclerc a tenté d'aller au bout justement avec ses pneus intermédiaires, mais on s'est rendu compte que ça allait pas le faire finalement du côté de Leclerc. Mention spéciale d'ailleurs à son ingénieur quand Charles Leclerc lui a posé la question, bon bah si je reste en piste, je vais dégringoler, je vais me faire dépasser, du coup ouais, jusqu'où je vais dégringoler? L'ingénieur qui lui répond, bah écoute, si t'arrives à garder Bottas derrière, t'es P1. Hashtag analyse. Alors en fait, la piste était trop humide pour des pneus secs, mais pas assez humide pour des pneus intermédiaires. Et alors là, ça pose enfin le problème dont on ne parle pas suffisamment, les pneus pour la pluie, donc les pneus intermédiaires et les pneus full wet. Alors, si on a l'habitude de dire que le cahier des charges qu'on donne à Pirelli demande de faire des pneus qui s'usent vite, là sur ces pneus intermédiaires et pluie, ils se sont vraiment dépassés. Comme le disait très bien Jacques Villeneuve ce week-end, les pneus full wet, donc à bande bleue, s'écrasent trop à grande vitesse
et surchauffent très vite et donc sont assez inexploitables. Je vous rappelle que l'appui d'une F1 génère à haute vitesse 5 fois le poids de la voiture, ce qui fait pas loin de 4,5 tonnes avec le plein. Pour résumer le problème qu'on a sous la pluie, en fait, c'est que quand la piste est trop trempée, on va dire, on ne peut pas rouler parce que soit il y a un petit peu d'aquaplaning, soit on n'y voit absolument rien et donc du coup on ne veut pas prendre de risques. Et dès qu'on peut rouler, en fait, les pneus full wet, les pneus à bande bleue, ne servent pas parce que du coup, les pneus intermédiaires fonctionnent mieux que ces pneus-là. Donc du coup, c'est un petit peu la catastrophe parce que finalement, on roule pas dans des conditions de pluie ou dans des conditions un peu grasses comme c'était le cas hier. Au final, quand on regarde les pneus à la fin de la course, hein, c'est des pneus chauds, lisses, un petit peu comme des slicks, mais avec quelques rainures. C'est pas des intermédiaires, mais des quarts d'intermédiaires. On a trouvé une nouvelle spécification entre les pneus slick et les pneus intermédiaires. On a les semi-intermédiaires quelque part. Bref, on a un vrai problème quand il s'agit de faire la course sous la pluie. Et pareil, là je pense que je vais vous préparer une vidéo pour en parler parce que je crois que j'ai jamais abordé ce sujet-là. Mais hier, c'était vraiment compliqué, quoi. Cinquième et dernière réaction, mesdames et messieurs, on va parler d'un pilote qui, pour moi, aurait tout autant mérité le titre de pilote du jour pour le coup, tant sa course a non seulement été très jolie, mais en plus de ça, elle a un impact assez conséquent sur le championnat du monde des constructeurs, mais aussi sur le championnat du monde des pilotes. C'est Sergio Pérez. Alors Sergio Pérez, il a fait une belle course, il a fait un bon départ, il a été dans le rythme des leaders, même si à la fin du premier relais, il se faisait un petit peu décrocher, on va dire. Derrière, quand un certain Lewis Hamilton a enfin trouvé l'ouverture sur un Tsunoda qui ne se laissait pas du tout impressionner sur les attaques du pilote britannique, on a enfin eu droit à un vrai match. Alors du coup, ça se voyait quand même à l'œil nu, hein, finalement, que la Mercedes était largement au-dessus de la Red Bull en termes de performance ce week-end. La défense de Pérez, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Je trouve que c'est la définition même de se sortir les doigts, de combattre, de ne rien lâcher. Bref, l'esprit Red Bull comme on l'attend chez les pilotes Red Bull finalement. Donc c'était vraiment superbe. Alors Pérez protège son intérieur et oblige Hamilton à choisir la ligne extérieure en arrivant dans les 3 derniers virages qui sont simplement parfaits pour un combat roue contre roue. Hamilton arrive à emmener de la vitesse par l'extérieur pour rester à hauteur et pouvoir se positionner parfaitement à l'intérieur dans le virage à droite. Sauf que forcément, dans un petit peu de précipitation, on va dire, il arrive avec un chouïa trop de vitesse et bloque la roue avant droite qui le fait sous-virer. Cela emmène Pérez dans la voie des stands. Alors je pense que c'était pas spécialement le plan d'Hamilton, mais bon, au final, ça l'arrange quand même pas trop mal. Là, c'est bien fermé la porte, on va dire. Mais il en faut plus pour Pérez. Pérez ne lâche rien, retraverse derrière les cônes pour se porter à l'intérieur et réaccélère hors trajectoire. On est censé avoir plus d'adhérence car il y a moins de gomme déposée et forcément ça accroche mieux sous la pluie. Drag race qu'il est presque en train de perdre Sergio Pérez, sauf que au moment de freiner, il freine hyper tard. L'extérieur pour Hamilton est assez trempé on va dire et avec les pneus usés, ça glisse sans compter le léger sillage perturbé de la voiture de Pérez, ça suffit pour le déstabiliser. Alors c'est de l'attaque et de la défense qu'on veut voir comme ça tous les jours, ça c'était vraiment absolument magnifique. Même avec une petite erreur de Lewis Hamilton, et finalement le combat est vraiment magnifique et vraiment ça fait plaisir. Alors le combat est d'autant plus magnifique que cette défense de Pérez est capitale pour que Verstappen puisse s'arrêter, changer ses gommes et ressortir devant Lewis Hamilton pour ne pas être inquiété pour le reste de la course. Et elle est encore plus capitale, mesdames et messieurs, car la remontée finalement d'Hamilton a obligé à prendre une stratégie alternative à Verstappen, donc de s'arrêter au stand pour éviter un combat en piste directe. Et du coup, Bottas, Pérez, Gasly et on va dire Leclerc, allez, dans une moindre mesure, s'arrêtent aussi et donnent le casse-tête à Hamilton et aux ingénieurs de Mercedes pour prendre la bonne décision. Au moment où l'équipe appelle Hamilton pour la première fois au stand, c'est le bon moment pour rentrer car ça laisse assez de temps pour passer à travers cette phase de graining et de regagner en performance sur les pneus intermédiaires. Sauf que en fait, Hamilton dit non de manière assez sûre de lui en disant non mais on peut aller au bout avec ces pneus là, on peut y arriver et du coup en fait ça sème le doute dans la tête des stratèges chez Mercedes parce que le gars est quand même 7 fois champion du monde, sans victoire, sans pole. Bon, s'il pense quelque chose, c'est que va peut-être falloir considérer la chose. Et de là, le temps de la réflexion, de la discussion, de savoir quoi faire, etc. et l'option de s'arrêter lui fait finalement perdre le podium, tout comme probablement le fait de ne pas s'arrêter lui fait prendre le très gros risque de crever et de prendre un 18-0 au championnat, ce qu'il ne peut absolument pas se permettre.
Alors malgré la meilleure voiture qu'ils avaient en piste, en fait ils ont douté de leur capacité à pouvoir dépasser d'autres concurrents sur la piste plutôt que de rester assez conservateur entre guillemets et tenter un coup stratégique pour sauter 2-3 pilotes qui s'étaient arrêtés au stand justement. Hamilton, ouais, il aurait pu faire mieux évidemment, mieux limiter la casse, mais bon Dieu que c'était dur de prendre la bonne décision hier pour lui dans ces conditions hyper difficiles. Verstappen est celui des deux qui limite le mieux la casse sur les 2 derniers Grands Prix. Il reprend la tête du championnat pour 6 points, ce qui est une très petite marge, mais qui donne en fait on va dire un semblant de confort, car c'est moins que l'écart entre une première place et une deuxième place en termes de points. Alors oui, Bottas limite la casse, on va dire, pour Lewis Hamilton, accroît dans le même temps l'avance de Mercedes au championnat constructeur, mais en fait c'est Perez à lui seul qui a provoqué une réaction en chaîne, qui a fait prendre la mauvaise décision à Lewis Hamilton et à Mercedes justement, qui était absolument pas du tout évidente pour les gris, on va dire. Là aussi, c'est le début du sprint final entre Verstappen et Hamilton. Verstappen risque peut-être d'être un petit peu plus conservateur sur cette fin de championnat, et encore que je suis pas tout à fait sûr, il faut attendre peut-être 2-3 courses avant de voir vraiment quelque chose, mais il sera peut-être plus dans un rôle conservateur, alors que Hamilton vient de rebasculer dans un rôle de chasseur dans lequel il excelle. Donc ça va être vraiment intéressant, et peut-être que Hamilton prendra un petit peu plus de risques pour les Grands Prix qui vont arriver. Ou peut-être que tout simplement on va limiter au maximum les problèmes et attendre de voir sur les 2 derniers Grands Prix où est-ce qu'on en sera pour vraiment tout lancer dans la bataille. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix des États-Unis d'Amérique. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Thank you.